Sahara marocain, cabale et complots algériens. Extrait du livre « Le génie royal, une révolution continue ». Auteur, Ali Hamzine. Édition Académie internationale. Couverture dorée 420 pages. Sahara marocain, cabale et complots algériens. Les liens séculaires et fondateurs du royaume et sa souveraineté sur le Sahara marocain n'ont jamais été interrompus, comme sur ses territoires du nord, du sud ou de l'est, depuis le règne de Moulay El Hassan Ier, qui sillonnait les provinces sahariennes comme tout le Grand Maroc de long en large, pour défendre l'intégrité territoriale de la nation contre les intentions coloniales, à cette heure grave où le colonialisme français s'était installé en Algérie, quand le sultan commençait à régner. En 1873, et faisait grande preuve d'énergie, de veille et d'anticipation en interpellant la communauté internationale par une tribune qu'il avait publiée dans le journal anglais The Times, pour dénoncer l'impérialisme européen, français, espagnol et britannique qui était en pleine invasion colonialiste. Le Maroc n'arrêtait pas de formuler officiellement ses revendications et ses doléances aux Nations Unies, depuis l'indépendance et le départ du protectorat français en 1956, nulle revendication de quelque peuple ou quelque État que ce soit n'était constatée alors, l'Algérie elle-même en figure d'État, n'existait même pas encore et n'était qu'un département français. Avant 1974, le dossier du Sahara était donc officiellement inexistant pour l'Algérie, mieux encore, au sommet de la Ligue arabe de l'année 1974 organisé à Rabat, le président algérien Boumedienne avait déclaré publiquement son témoignage et sa déposition devant les délégations et les chefs d'États arabes, en attestant que le Sahara était bel et bien marocain et que l'Algérie soutenait son combat contre la puissance espagnole occupante pour sa libération. Cette annonce est encore enregistrée dans les documents des archives de la Ligue arabe. Le début des cabales, des complots et des manigances du régime algérien. Ce n'est que le 27 février 1976, après le départ des Espagnols, l'accomplissement de la géante marche verte en 1975 et la récupération de nos territoires, que l'Algérie a sorti sa cabale orchestrée dans l'ombre et nouée en connivence à Zouérat au sud, avec les services du fasciste général Franco, dont le général espagnol Viguri, ainsi qu'une junte militaire algérienne pseudo-socialiste, qui a pris le pouvoir par les armes le 19 juin 1965 à Alger, un complot menant à proclamer un État fantoche, en sponsorisant un groupe d'individus de nationalité marocaine, manipulés et corrompus, à qui on a fait miroiter de devenir les fondateurs d'un État et d'un gouvernement, qui n'est en fait qu'une entité imaginaire et marionnette, qui reçoit sa solde des casernes du DRS militaire algérien comme n'importe quel mercenaire. La fausse crise du Sahara marocain créée par nos voisins, n'est en fait qu'un arbre qui cache toute une forêt, ou même plusieurs forêts à la fois. Et que ce soit au sein de l'organisation panafricaine ou à l'ONU, le dénigrement et la désinformation sont l'unique feuille de route de leur politique étrangère envers le Maroc, et ce n'est que 2 années après sa déclaration attestant la marocanité du Sahara devant les délégations et les chefs d'États arabes, que Boumedienne et sa junte militaire commencèrent à rêver de planter un caillou dans le soulier d'un pays frère et voisin, comme il le déclara après, rêvassant de toute leur naïveté, d'entraver l'avancement d'un royaume plusieurs fois millénaire, par l'invention d'un État fantôme et d'une bande de mercenaires, à qui ils ont offert le gîte, le couvert et les armes, et qui l'ont recruté dans leur milice pour en faire un secret d'État. Ce prétexte immoral qui leur a permis de détourner la fortune des peuples et de créer un camp de séquestration, de concentration et de honte à Tindouf, et corrompre certains États africains ou d'Amérique latine, dont le Cuba est un précurseur, pour rallier la thèse mercenaire des séparatistes, impliqués dans des affaires de terrorisme au Mali, en Afrique du Sahel et en Libye. Comme ils sont compromis dans des trafics de drogue qui pullulent en région du Sahel saharien, ainsi que dans l'enlèvement de 3 humanitaires européens dans le camp de Rabouni, dont est compromis le séparatiste El Bouali, agent d'Alger par excellence ainsi que Ibrahim Ghali. Clan séparatiste et organisation hors la loi, qui n'a pas froid aux yeux d'instrumentaliser les hauts principes des droits de l'homme au Sahara marocain. Alors que le monde entier et les organisations internationales reconnaissent la promotion et la protection des droits de l'homme et la consolidation de l'action du CNDH à Dakhla et Laayoune, ainsi que la conformité du royaume aux instructions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dirigeants, milices et geôliers séparatistes, gravement impliqués dans des crimes contre l'humanité, comme le font savoir les plaintes déposées devant l'Audience nationale, la plus haute juridiction pénale en Espagne, accusés de génocide et de graves atrocités et violations des droits de l'homme. Les plaintes déposées devant le juge Pablo Ruz font état de témoignages poignants sur les supplices et les tortures qu'infligeaient les séparatistes durant de longues années aux détenus dans la prison Erachid au sud de l'Algérie, sous les commandes de milices algériennes entre 1977 et 1994. Plusieurs autres détenus ont trouvé la mort sous la torture dans les prisons du Polisario, succombant aux crimes macabres et aux pires calvaires dégradants et inhumains, dans des prisons sordides, au fond d'une prison plein air sur le territoire algérien, où sont séquestrés et claustrés des milliers de femmes, de vieillards et d'enfants,
pris en otage et dont on a fait des esclaves et des moyens de détournement de fonds des aides internationales. Leurs crimes commis par des sanguinaires terroristes embrigadés et sponsorisés et qui ont coûté la vie à 11 agents de sécurité et à des citoyens innocents à Gudem-Izik, sont encore devant les tribunaux et la douleur ne sera jamais oubliée. Embrigadement et financement algérien d'actes terroristes que l'un des accusés a fini par avouer devant la cour et les observateurs internationaux au tribunal. Alors que les dirigeants séparatistes continuent de détourner les aides humanitaires internationales destinées aux séquestrés des camps de Tindouf. Ce qui les a mis en outre sous le collimateur des mécènes et des donateurs internationaux. Le trafic et les détournements incessants, par les bandes séparatistes, des aides humanitaires destinées à la population séquestrée de Tindouf, ont amené l'Office européen de lutte contre la fraude à émettre son rapport accablant en 2015 sur le détournement organisé et systématique par l'Algérie et le Polisario, depuis plusieurs années, de l'aide humanitaire destinée aux séquestrés. Des aides dont une partie importante est vendue sur les marchés de Nouakchott et Nouadhibou en Mauritanie, de Niamey au Niger et à Bamako au Mali, pour ne pas citer Alger. Cargaisons alimentaires et de médicaments, dont le lait pour nourrissons et des vaccins, sont le plus souvent écoulés dans les marchés noirs, comme le confirme la récente saisie dans le nord-est mauritanien mars 2017, ce qui a ravivé les inquiétudes au centre de la 34e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Détournement dénoncé par les militants américains de la défense des droits de l'homme aux sessions des conseils de l'ONU, avec le témoignage de Nancy Hoff, militante associative américaine, qui conteste d'envoyer des aides au camp de Tindouf, à cause des séparatistes qui lui refusent le droit d'assister à la distribution des aides à leurs destinataires. Les séquestrés étant devenus un moyen de chantage et de mendicité des dirigeants séparatistes et des milices. Tous ces complots sordides et ces actes répréhensibles, dignes d'État hors la loi ont continué à empoisonner la vie de deux peuples frères, malgré des voix algériennes qui s'élèvent aujourd'hui pour appeler le pouvoir à une main levée sur le financement les mercenaires à coups de fortune colossale. Ammar Sadani, secrétaire général du Front de Libération Nationale FLN, ne sera certainement pas le dernier, lui qui est un vrai troïka à lui seul, et qui concentre l'alliance tripartite au pouvoir en plus d'être un casseur, qui peut aisément attaquer ses adversaires et peut oser sans sourciller, car il sait qu'il est le porte-parole des trois clans au pouvoir en même temps, a appelé à la levée de la main sur le Polisario, qui a été depuis toujours encombrant financièrement et politiquement, pour les clans en place, mais essentiellement pour les contribuables et le peuple algérien. Question de financement des séparatistes qu'une autre personnalité algérienne a soulevée, et qui n'est que l'ancien ministre algérien du Commerce et ex-président du Parti du Renouveau algérien PRA, homme politique, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages, Noureddine Boukrou, connu pour sa franchise politique, qualifiant d'inacceptable l'entêtement du régime algérien à soutenir indéfiniment les thèses séparatistes contre le Maroc, en posant cette question de combien coûte au gouvernement et aux contribuables algériens le soutien de la cause perdue des séparatistes du Front Polisario, une fortune colossale sans doute, que même le département de renseignement et de sécurité DRS n'ose en donner une estimation précise. Mais pour le Maroc, les lignes d'orientation de la diplomatie royale et de ses relations extérieures ont été décisives dans le renforcement de la crédibilité du royaume et dans son intransigeance à sauvegarder son intégrité et sa pleine souveraineté sur ses territoires, dans une conjoncture internationale marquée de turbulences, de mutations brusques, d'ambiguïtés et de crises complexes. Mouvances auxquelles les réponses diplomatiques royales ont été des plus apaisantes et des plus rassurantes, dans un esprit de réchauffement des relations entre les partenaires et les voisins et une prévention des clashs et des conflits, par des solutions pacifiques, avec une sincérité et une franchise directe inaccoutumée et sans précédent, dans les opérations diplomatiques classiques. L'engagement personnel du souverain, ses actions et ses démarches justes, ont revitalisé et fait reluire les agendas diplomatiques marocains. La diplomatie royale marocaine a redoré ses blasons, que ce soit au niveau du dossier du Sahara marocain, ou dans les actions multiples de coopération Maroc et pays d'Afrique, ou au niveau des relations avec les pays du Golfe et leurs nouvelles opportunités de partenariat, ou encore dans la consolidation des relations avec des espaces géostratégiques comme la Chine, l'Inde et la Russie, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Comme pour nos relations d'avec les États-Unis d'Amérique, ayant pérennisé leur niveau singulier de dialogue stratégique et de partenariat multisectoriel, économique et politique. Les nombreux accords bilatéraux entre les deux pays tels que l'accord de libre-échange et les accords coopératifs au niveau du développement humain, économique, social et de l'éducation, tels que le Millennium Challenge Corporation, sont un clair soutien des États-Unis aux réformes réalisées par le Royaume sous l'impulsion du souverain. Le pivot inaliénable de la diplomatie royale sera toujours celui de la cause nationale du Sahara marocain, sur lequel la diplomatie marocaine sous Mohamed VI est passée en mode offensif combatif et transparent, avec une fermeté sans précédent. Le souverain n'a guère cessé de rappeler que la proposition marocaine d'une autonomie élargie pour le Sahara est le maximum que le Maroc peut offrir.
Et lors des tournées royales au Sahara marocain, le souverain avait effectué un remaniement historique et éclatant de l'appareil diplomatique marocain couvrant les 5 continents, avec la volonté de réitérer une nouvelle fois la priorité de redynamiser la cause nationale du Sahara marocain dans les parchemins de la diplomatie marocaine et dans les instances internationales. Étaient ainsi nommés diplomates, des militants des droits de l'homme, des hommes politiques appartenant aux différents partis marocains, ou ex-militants repentis du mouvement indépendantiste, manipulés jadis par les séparatistes et revenant au sein de la patrie dénonçant en connaissance de cause et par conviction, la supercherie du front adverse et sa thèse d'État indépendant, fantoche et imaginaire. Le projet de société tant voulu et érigé au fil des ans par le souverain, a permis à cette pléiade d'émissaires choisis sur le bout des doigts, de défendre efficacement et sereinement les intérêts de la nation, dans une position confortable de royaume partenaire actif et respecté au niveau régional et international. L'initiative d'autonomie présentée par le royaume depuis l'année 2007 avait remis le dossier du Sahara marocain sur les rails d'une nouvelle dynamique et d'un resplendissement innovateur, après une étape d'inertie et d'ensablement, par manque de vision et d'initiative de la part des instances onusiennes aussi bien que des adversaires. Résolution marocaine qui a suscité la sensibilité et l'adhésion des grandes puissances ainsi que les résolutions judicieuses du Conseil de sécurité et les rapports du secrétaire général, qui ont approuvé clairement et expressément la prépondérance de l'initiative marocaine d'autonomie, sa légalité internationale, sa crédibilité et son sérieux, pour ce qu'elle garantit le développement et l'épanouissement des populations, ainsi que la gestion démocratique de leurs espaces et de leurs localités. Les actions souveraines directes et personnelles du monarque, ses démarches et ses contacts décisifs, influents et à haut niveau, avec un suivi rapproché, vigilant et de grande veille, ont été déterminants dans le parcours du dossier et dans le respect des modules et des paramètres de son processus. Merci pour votre écoute et votre attention et à très bientôt pour la suite. Le génie royal, une révolution continue. Sahara marocain, cabale et complots algériens.